D'abord, merci de l'invitation, parce que, alors, je ne sais pas si j'ai suivi depuis sa création l'Institut du travail réel, mais en tout cas, évidemment, le fait d'avoir vu cette institution apparaître dans le paysage a évidemment intrigué quand j'en ai entendu parler pour la première fois, que j'ai trouvé que c'était évidemment quelque chose de bienvenu. Donc là, je suis heureux d'être parmi vous en train de tester en grandeur nature que veut dire des réflexions au sein d'un tel institut. Alors, donc moi, je suis sociologue, effectivement, euh, à l'origine économiste. Je garde ça dans un coin de ma tête et de ma pratique, hein, c'est-à-dire que notamment, j'ai un intérêt particulier pour ce qui, en fait, va arriver au travail, mais qui, au départ, peut commencer au niveau, par exemple, de la formalisation d'une stratégie d'entreprise. Et qu'une stratégie d'entreprise, évidemment, c'est d'abord et avant tout le problème pour une entreprise de se confronter à son environnement, de devoir l'interpréter, de devoir imaginer la meilleure façon ou la moins mauvaise de faire face aux épreuves qui lui sont imposées, et puis de décliner ça dans de l'organisation. Et cette organisation, elle va évidemment, après cela, créer un cadre pour le travail. Elle va structurer le travail. Elle va à la fois, et ça c'est les questions que moi je me pose dans mes recherches, à la fois équiper potentiellement le travail, fournir toute une série de moyens, de dispositifs qui donnent une certaine orientation au travail. On va parler de sens du travail, et donc c'est d'abord l'orientation dans laquelle on doit déployer son activité. Et puis également, ça peut contraindre, voire astreindre le travail. Et puis par ailleurs, donc effectivement, j'ai une pratique plutôt pluridisciplinaire, ou en tout cas une ouverture à l'interdisciplinarité, euh, à la fois en direction de l'économie que je ne complète pas complètement des yeux, mais également peut-être davantage désormais avec mes collègues en ergonomie, ça a été cité, et puis ceux en gestion, ou certains en gestion. Parce que, d'une certaine manière, au-delà de ces disciplines, il y a une sorte de communauté scientifique qui franchit les frontières et qui partage un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, en ayant un point de vue construit à partir des préoccupations propres à chaque discipline, il y a malgré tout une atmosphère qui circule entre ces différentes disciplines et qui font qu'on peut éventuellement, en tant que sociologue par exemple, être beaucoup plus proche d'ergonomes que de certains de mes collègues sociologues, et avoir des proximités avec des collègues de gestion, parfois en économie également, parce que dans le fond, on a un certain nombre de cadres conceptuels qui vont emprunter, je vais beaucoup parler de cette façon-là, à la même épistémologie. Excusez-moi à cette heure aussi tardive d'introduire ce terme-là, mais on va raisonner en termes d'épistémologie. En parlant d'épistémologie et de conception, vous dites quelque part que raisonner à partir du travail réel, c'est demander aux acteurs, aux managers de changer d'architecture conceptuelle. Oui. Qu'est-ce qui rend ce changement difficile dans les organisations? Là, on rentre dans le sujet, on y va à fond. Ben ça c'est une question, une intrigue que je me suis donnée il y a quelques années, à la fois dans mes recherches et puis dans le dialogue que je peux avoir avec des collègues d'autres disciplines, ou quand on se réunit en journée d'études, en colloque, entre nous, on va justement partager l'évidence que les problèmes, ils doivent être posés en termes de travail réel. Et puis également l'emprunt à un certain nombre de concepts que ça représente. Et ça se clôture toujours par ces fours d'accord entre nous
Et comment se fait-il que les acteurs, eux, finalement, euh, ne soient pas de plein pied avec nous sur un certain nombre de choses qu'on estime plus que démontrées Les de évidences. façon récurrente dans un certain nombre de travaux de recherche. Donc le fait que les problèmes se posent d'une façon telle que la meilleure façon de s'en saisir pour développer la compréhension de ça, c'est de poser la question à partir du travail. Et pour ça, d'utiliser effectivement le fameux point de départ. On sait de longue date que travailler ne peut pas se réduire à appliquer purement et simplement la prescription, mais va obliger à faire face à toute une série de circonstances, plus les données du parcours personnel qui est le nôtre, qui vont faire en sorte que on va investir le travail au, au-delà de simplement l'exécution d'une tâche. Et donc déployer toute une activité pour faire ça. Ça, pour nous, il est évident que c'est, excusez-moi, ce sera le dernier mot compliqué de la soirée, c'est heuristique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça aide à voir des choses et à développer une compréhension, une connaissance des phénomènes. Donc ça éclaire. Et puis par ailleurs, ça donne des leviers d'action qui sont peut-être au départ moins directs, mais sans doute plus efficaces dans la durée. Donc il y a cette tension, ce contraste, cet écart hein, qui est toujours source d'étonnement entre l'efficacité d'une certaine manière du système conceptuel qui consiste à raisonner en termes de travail réel, y compris du point de vue de l'intervention. Collègues ergonomes, parce qu'ils sont beaucoup dans l'intervention, sont particulièrement porteurs de ça. On peut l'être également dans les autres disciplines en gestion et autres. Donc, normalement, ça devrait être extrêmement efficace. Et puis, on voit que finalement, effectivement, en fait, ça n'embraye pas d'une certaine manière. Et ça, on le sait pour celles et ceux dans cette salle ou à distance qui sont des intervenants ou des intervenantes. On sait bien que quand on intervient en organisation, on peut avoir ce curieux sentiment que on a une réception qui peut être parfois assez positive. Les gens sont intéressés par ce qu'on dit. Et puis, paf, d'un seul coup, ça cale. Ça cale, ça n'ira pas plus loin parce que le mystère est là. Pourquoi? Alors, on se pose toujours la question de savoir s'il faudrait laisser en quelque sorte des petits clones de nous-mêmes sur place pour continuer de porter le message, pour continuer de diffuser ce message. Il y a aussi toute la phase durant laquelle il faut que les acteurs finissent en quelque sorte de voir comment l'idée que l'on a apportée s'opérationnalise dans les problèmes précis qui sont les leurs. Mais malgré tout, ça n'épuise pas tout le problème. Donc moi, la réflexion que j'ai développée, effectivement, c'est celle qui consiste à essayer de prendre du champ là-dessus et de se dire, mais dans le fond, ce qu'on demande aux acteurs, quels qu'ils soient, hein, ça peut aller du dirigeant ou de la dirigeante, jusqu'au manager de proximité, en passant par des membres de direction fonctionnelle et autres. À chaque fois, ce qu'on leur demande, véritablement, ça revient à les faire basculer dans, en fait, un système de pensée. Système de pensée, notamment une architecture de concepts. Donc, évidemment, travail prescrit, travail réel, mais ça se limite pas à ça, parce que de proche en proche, en fait, ça va poser toute une série de questions. Qu'en fait, nous, dont c'est le métier, on passe notre temps, avec le peu de temps qui nous reste pour faire de la recherche, avec toute une série de contraintes autres, mais on passe le temps qui nous reste à essayer de perfectionner
la cohérence conceptuelle, la capacité à saisir un certain nombre de phénomènes. Et donc, c'est déjà compliqué. Et on est en train d'exiger des acteurs, ils assimilent ça et qu'ils le mettent en œuvre, qu'ils fassent basculer toute une série de pratiques. C'est là que je pense qu'on néglige finalement le coût que ça représente, et puis surtout leur propre système d'action, ces acteurs, et leurs propres conditions d'activité. Où là, véritablement, c'est bien beau d'avoir été séduit intellectuellement par l'architecture de concept qu'on propose. Après ça, passer aux travaux pratiques, c'est immédiatement compliqué. J'ai pu voir ça notamment en enseignant auprès de cadres de santé, où on avait un dispositif qui, en plus, le matin, leur permettait voilà, de m'écouter en mode cours magistral, même si on n'était pas un très gros effectif. Et l'échange montrait que on était raccord, que ça captait bien, qu'il n'y avait pas de problème d'assimilation conceptuelle. Et puis l'après-midi, notamment avec la responsable du master qui, elle, les connaissait très bien, notamment cette personne en formation continue, donc au sein de leur hôpital, des fonctions que ces personnes exerçaient au sein de leur hôpital, et bien, en quelque sorte, tous les deux, on pouvait, en tandem, les mettre un petit peu en travaux pratiques et dire, voilà, et donc maintenant, toi, dans ton hôpital, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as entendu ce matin? Et là, c'était flagrant qu'il y avait une difficulté à franchir le pas et véritablement à se saisir de ce qu'on avait pu montrer qu'on l'avait parfaitement maîtrisé pour finalement l'appliquer à soi et au système d'acteurs dans lequel on est. Là, il y a une dimension, hein, c'est que quand on revient dans son hôpital, eh bien, on peut être extrêmement convaincu de toutes ces choses-là et les avoir assimilées. Et en même temps, on est tout petit en quelque sorte pour, d'une certaine manière, aller changer quelque chose à ça. Et donc, ça a quelque chose d'un peu terrifiant de se retrouver comme ça au pied de la montagne, à devoir essayer de la gravir avec un certain nombre de convictions que l'on porte et qui finalement, immédiatement, vont se heurter au fait que, par exemple, les autres ne raisonnent pas comme moi. La direction de la qualité, elle, alors le travail réel, non seulement ça lui parle pas, mais même faut pas lui en parler parce que c'est tout ce qu'elle réprouve. Une certaine direction de la qualité. Je ne sais pas si elle est le sens de direction de qualité, mais je veux tout de suite demander de m'excuser. Mais voilà, quelqu'un qui serait malgré tout très qualiticien dans l'âme et de formation, c'est-à-dire qui a appris que précisément assurer la qualité à la fois pour la performance et pour la santé au travail, mettons, et la sécurité, ça nécessite justement de comprendre qu'il y a des procédures à tenir et que la base, c'est de faire comprendre, de sensibiliser à l'importance de ces procédures, de les faire acquérir et de les faire pratiquer. Donc, si nous, on arrive avec nos histoires de travail réel, on dit, bah, vous savez bien, ça peut pas être comme ça. Les gens, évidemment, ils vont déficeler ce que vous avez fait. Vous voyez, ces choses que les sociologues aiment bien dire, c'est évident que les acteurs dans le travail déficellent ce que les gens de la direction ont voulu organiser. Et en sociologue, on aime bien quand ça se passe comme ça, que les acteurs résistent, qu'ils se rebellent. Mais évidemment, d'un point de vue de direction, ça veut dire qu'on a fait tout un boulot qui ne repose pas sur rien, hein, qui repose sur l'idée qu'il y a vraiment des problèmes. Par exemple, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de performance. Et donc, on cherche à s'atteler à ça et à y répondre en organisant autant qu'on peut, et ça passe évidemment par de la prescription. Et là, admettre que ça va passer par du travail réel qui va réorganiser,
c'est difficile à admettre. Si nous partons du postulat que les acteurs sont intelligents, quels sont les obstacles épistémologiques, pour parler comme Bachelard, qui font que ils n'arrivent pas à passer le cap? Ben parce qu'en réalité, les acteurs sont intelligents, donc ça, c'est le postulat de départ, ce qui n'est pas un postulat partagé, hein, mais donnons-nous ce postulat. Et donc, tous les acteurs sont intelligents. C'est-à-dire qu'un acteur de direction, si je mets vraiment, si j'enfonce bien ma casquette de sociologue, normalement, un acteur de direction, il est quand même un peu moins intelligent que l'opérateur à la base, parce qu'il n'a pas compris que il y a le travail réel, justement. Précisément, moi, je vais adopter le principe qu'il n'est pas moins intelligent que l'opérateur en bas. Simplement, il a des problèmes. Il est lui-même engagé dans une activité. Et son activité l'amène précisément à s'atteler à surmonter les épreuves constitutives de son activité en cherchant à interpréter les problèmes qui se posent, la nature des épreuves, la meilleure façon d'y répondre, les situations. Et pour ça, en réalité, il va s'armer notamment intellectuellement et conceptuellement. Et en fait, le travail réel, c'est un système de pensée, un système conceptuel, mais qui arrive sur un terrain qui n'est pas vierge. Il y a un terrain qui est au contraire déjà furieusement occupé, mais qui n'est pas forcément occupé en le claironnant vraiment de façon manifeste. Et c'est pour ça que je raisonne en termes d'épistémologie, c'est que d'une certaine manière, comme dans les sciences sociales ou dans les disciplines scientifiques en général, on raisonne à l'intérieur d'une épistémologie, c'est-à-dire d'une façon de se poser des problèmes qu'on a élucidés et de considérer qu'il y a un certain nombre de choses acquises, choses que l'on sait à peu près, et qu'il y a des bonnes manières de formuler les questions et d'aller mener l'enquête, par exemple, pour résoudre ces questions. Et donc, en fait, le travail réel, c'est une épistémologie. Et en face, il y a d'autres épistémologies. Pour moi, il n'y en a pas forcément 50. Il y a surtout une épistémologie principale en face. D'un côté, donc, il va y avoir l'épistémologie du travail, qu'on peut également qualifier comme étant une épistémologie des situations. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer que le travail et l'action en général se passent toujours en situation. Et que la situation, c'est pas un décor, c'est pas contingent, c'est pas quelque chose dont on dit ouais, mais c'est pas très grave. Bien sûr que ça va s'appliquer dans des contextes différents, dans des situations qui ont telle et telle caractéristique, mais faisons abstraction de ça pour énoncer les problèmes généraux. Quand on est dans une épistémologie du travail réel, justement, on accepte de donner toute sa part aux situations, de dire ça n'a pas de sens d'en faire abstraction. À l'inverse, en face, on a une épistémologie qui, elle, se construit presque en sens inverse, en disant que l'enjeu, c'est justement d'être capable plutôt de raisonner en toute généralité et de comprendre comment, de façon générale, on peut qualifier le plus scientifiquement possible les problèmes pour avoir prise dessus. Alors, c'est une épistémologie plutôt positiviste, c'est-à-dire qui va considérer que, d'une certaine manière, on peut établir les lois dures de ce qui est à l'œuvre chez l'être humain, par exemple. Donc, vous voyez, tac, je viens de passer de la situation qui intéresse l'épistémologie du travail à l'humain, et je suis en train de viser la généralité. Et plus mon énoncé sera général, plus je le trouverai performant. Et en fait, dans ces formes de pensée, eh bien, finalement, c'est pas en termes de travail qu'on va raisonner, c'est plutôt en termes de comportement. Et c'est un mode de pensée qui peut venir assez spontanément, dont on va pas forcément se méfier. On va dire, bah oui, bien sûr, il y a des comportements. Les êtres humains ont des comportements.
Et au fond, ça relève d'une épistémologie. C'est une façon particulière d'envisager les problèmes et de chercher à les formuler. Et donc, cette fois, il va plutôt falloir trouver, indépendamment des situations, quels sont les comportements que les individus vont avoir tendance, ou les groupes vont avoir tendance à suivre dans une entreprise, dans une organisation en général. Donc, épistémologie du travail d'un côté, épistémologie du comportement de l'autre. Et à chaque fois, on a quelque chose qui forme système, qui a sa cohérence intellectuelle, qui a sa façon cumulative de développer un certain nombre de résultats. Et dans la formation des managers, eh ben on va plutôt aller puiser du côté de cette épistémologie du comportement que du côté d'une épistémologie du travail. Ah, je me pose quand même une question. Les dirigeants, les managers sont intelligents, ils voient que ça ne marche pas, il y a des difficultés. Qu'est-ce qui fait que cette épistémologie du comportement soit si séduisante? On en sorte pas. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'évidence du résultat, ça ne marche pas. Ça dépend à nouveau du système interprétatif dans lequel on est. Et donc, le fait que ça ne marche pas, d'abord... En tout cas, il y a un coût humain certain. Oui, mais ce coût humain, il peut être à l'intérieur d'une épistémologie du comportement, être considéré comme soit, bon, bah, il y a un coût humain, mais il y a d'autres coûts, hein, pourquoi pas celui-là. Donc, idéalement, oui, il faudrait le réduire. Mais après, il y a surtout le fait que ces fameux humains, eh ben, ils y ont pris leur part à la formation de ce coût. C'est-à-dire que si ils avaient davantage agi de façon raisonnable, eh bien, on aurait pu limiter ce coût. Et donc, ça veut dire que, par exemple, il faut revenir vers les fameux humains qui ont la faiblesse des êtres humains pour leur réexpliquer, refaire de la communication, refaire de la sensibilisation. Si vous êtes dans une direction de la prévention et que vous avez, précisément, on atteint un seuil, on a réussi à réduire le nombre d'accidents du travail, mais il n'y a pas une direction de la prévention qui ne vous dira pas que après un moment de réussite de leurs actions, on atteint un palier où, grand mystère, on ne sait pas pourquoi, ce palier, on n'arrive plus à l'entamer. Et donc, on refait une couche de sensibilisation. C'est donc que les ouvriers ont oublié. Faut revenir régulièrement vers eux parce que ils ont la fâcheuse tendance d'oublier ce qui leur avait été pourtant clairement expliqué. Il faut refaire de la sensibilisation, il faut refaire de la communication. Il faut peut-être à un moment se demander s'il ne faudrait pas remettre un petit peu plus d'actions répressives, il faudrait peut-être un peu plus de sanctions. Ou alors, est-ce que la solution serait au contraire, les prendre un peu plus par la douceur d'une autre manière? Mais vous voyez, on va être en train de chercher les lois du comportement de l'action en sécurité. Et elles doivent bien exister quelque part, ces lois du comportement. Donc, on s'adresse aux chercheurs en sciences sociales et on leur dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les fameuses lois du comportement qui font que, idéalement, quand même, dans mon action de manager, si je pouvais à un moment appuyer sur un bouton qui enclenche le comportement, quitte à ce que j'ai à appuyer une deuxième fois ou sur un autre bouton, mais que quand même, j'arrive à accéder à ce comportement attendu. Et c'est ça, évidemment, que nous, on va vouloir prendre d'une autre manière en disant, il n'y a pas de bouton magique à la limite. Plus vous allez appuyer comme un forcené sur le bouton, plus en fait nos fameux acteurs intelligents, à la base, eh bien, justement, parce qu'ils sont pas bêtes,
vont se dire, bah, puisque c'est comme ça, puisqu'on m'infantilise, bah, je vais faire l'enfant. Puisque on veut me forcer à faire tel genre de choses, bah, en coulisses, je vais faire autre chose. Et puis, en surface, je vais faire ce qu'on me demande. Voilà, des choses qui, dans la partie du travail réel, mais du point de vue de la sociologie des organisations, sont connues depuis les années d'entre-deux-guerres ou 40 ou 50. On a ce problème-là qui est que nos acteurs managériaux, quand bien même ils se diraient mais ça marche pas, eh bien, ils vont plutôt à l'intérieur du système conceptuel dans lequel ils sont chercher à consolider, colmater les fuites, renforcer, mais forcément plutôt à l'intérieur de ce système. Faut imaginer que quand même que demander de basculer dans une toute autre conception des problèmes, dans le fond, c'est extrêmement coûteux. Alors, ça pourrait être coûteux individuellement, mais c'est coûteux collectivement parce que c'est un système d'acteurs. Et plus on est dans une grande structure, plus ça va être difficile à envisager parce que je suis face à un système d'acteurs. Vous voyez, tout à l'heure, ma pauvre cadre de santé que j'évoquais, elle retourne dans son hôpital, immédiatement, elle ouvre la porte, elle se trouve face à la directrice de la qualité. Et derrière la direction de la qualité, il y a tout un pouvoir, il y a un certain nombre de dispositifs, d'instruments, des ratios de gestion, voilà. Et tout ça, en fait, est pensé plutôt à partir d'une logique de comportement. Et chacun de ces acteurs a été lui-même formé sur son domaine à partir euh, plutôt de l'assimilation de cette épistémologie du comportement. Si on forme des chargés de prévention, on va plutôt leur apprendre ce que c'est que établir un bon process de prévention et après faire adhérer à ce process. Donc on va plutôt avec des méthodes donc de qualiticiens inculquer cette façon d'interpréter les situations, de comprendre les problèmes et de s'imaginer pouvoir contribuer par des formes d'action à proposer aux uns et aux autres. Donc chacun dans son domaine mais finalement est formé à partir de ces considérations-là. Donc, si je comprends bien, l'épistémologie du comportement permet à chacun d'être dans son couloir. Alors ça, c'est l'autre vertu. C'est que la vertu, c'est que le comportement, ça permet de donner à ma hiérarchie satisfaction avec un certain nombre de plans d'action que je vais lui proposer. Il y a un problème, peut-être que c'est d'ailleurs moi qui contribue à sensibiliser ma direction au fait qu'il existe, et ma direction me dit qu'est-ce que tu fais parce qu'évidemment, je n'ai pas le droit d'arriver sans un début de solution, voire plus que ça, hein, pour ma crédibilité. Donc, je vais imaginer toute une série d'actions. Raisonner en termes de comportement, ça a un grand intérêt, c'est que précisément, ça va me permettre d'une part d'apparaître comme le spécialiste. Et les autres ne viendront pas me contester. Voilà, je suis dans une entreprise de travaux publics, il y a des accidents du travail, il y a des chefs de chantier, il y a des conducteurs de travaux, il y a une direction de ceci ou de cela, il y a des directions d'agence. Personne ne viendra contester le fait que moi, je puisse m'exprimer en tant que spécialiste de la prévention en disant, attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, à partir de nos savoirs à nous, comment en fait les accidents surviennent. Ben, ils surviennent à partir de tel type de comportement.
les gens sont pas prudents, les gens ne respectent pas les règles de sécurité, les gens ne portent pas les équipements de protection individuelle, les gens sont négligents, etc. Donc, moi, j'apporte un certain savoir, qui est d'ailleurs plutôt construit dans le domaine académique. Hein, on est des grands pourvoyeurs, en fait, de savoir de ce type-là. Euh, et donc, le fait que je prenne place dans cette arène en affirmant ma légitimité de cette façon-là, bah, souffre peu de contestation. Parce que par ailleurs, je vais rester justement dans mon couloir de nage. Tant que je reste dans mon couloir de nage, ça va. Parce que précisément, là, tout le monde considère que j'ai le droit d'évoluer à l'intérieur de ce couloir et ne va pas trop chercher à venir y mettre son grain de sel. Et puis, surtout, ne va pas le faire tant que précisément, il ne va pas me sentir comme une menace venant un petit peu trop tangenter les territoires des autres. À partir du moment où je me mets à tangenter le territoire des autres, là, évidemment, évidemment, ça suscite des réactions en disant occupe-toi de ce qui te regarde. Par exemple, la charge de travail, c'est pas ton rôle. La façon dont on a fixé les critères de performance, c'est pas ton rôle. Donc, je me mêle de ce qui me regarde et chacun se mêle de ce qu'il regarde. Sachant que, en fait, une direction générale, il y a un certain nombre de théories qui convergent pour présenter les choses de cette façon-là. En réalité, une direction générale, ça a surtout pour rôle d'arbitrer entre différentes propositions d'interprétation des problèmes qui se posent à l'organisation et de résolution de ces problèmes. Donc, ça veut dire que quand je dirige une organisation à la tête de tout ça, eh bien, en fait, j'ai autour de moi une série de représentants des différentes fonctions spécialisées constitutives de l'organisation, notamment de la grande organisation, et que, au fond, j'ai besoin que tout ce monde arrive à cohabiter, à s'accorder et à avoir une action plutôt convergente. Il ne s'agit pas que tout ce monde se dispute. Donc, la façon d'avoir la paix parmi tous ces gens-là qui ont une vision différente de ce qui serait à faire, qui sont concurrents sur le territoire qu'ils voudraient chacun s'élargir, c'est en fait de faire en sorte qu'on n'aille pas trop entamer sur le territoire des autres. À la limite, il y a des directions qui peuvent être un peu plus puissantes qui, elles, ont toujours le droit d'aller sur des territoires qui ne les concernent pas. Mais les directions fonctionnelles, notamment, elles vont plutôt être des acteurs à certains égards faibles. Ils vont, vis-à-vis de certaines directions métiers, par exemple, et vont devoir être très précautionneuses et faire attention justement sur leur légitimité, qui est purement et simplement sur le couloir qui leur a été dédié. Alors que le travail, lui, au contraire, eh ben, c'est des situations. Et les situations, elles se contrefichent des domaines de spécialisation des uns et des autres. Elles se contrefichent du fait que c'est purement et simplement un problème de prévention, de sécurité. Ben non, c'est autant un problème de la façon dont le calcul de la performance est fait. Ou c'est autant le problème des fournisseurs qui ne savent pas livrer à temps. Ou c'est autant le problème au-delà des problèmes de port d'équipement de protection individuelle, au fond, ça relève de plein de choses, mais qui, si je suis directeur de la prévention, ne me concerne pas. La situation de travail, elle intègre ce que l'organisation, elle, au contraire, pour fonctionner, a besoin de spécialiser. C'est ça, finalement, la tension qui existe entre les deux. Hein. C'est que pourquoi on en revient aussi facilement vers le comportement plutôt que le travail, c'est que le travail, en fait, non seulement conceptuellement, ça veut dire tout reconstruire conceptuellement, mais c'est surtout que ça impliquerait, en fait, de s'emparer des problèmes, quasiment en demandant à tout le monde de savoir dialoguer, non pas en toute généralité, mais au contraire en partant d'une situation, en disant qu'est-ce que t'en dis
et ce que l'autre en dit n'est pas moins pertinent que ce que toi tu en as dit. Et le troisième, qui était a priori pas concerné, ben dans le fond, peut-être bien qu'il est concerné aussi, et c'est pas idiot ce qu'il raconte. Donc tout le monde, d'une certaine manière, n'a pas tort. Simplement, le raccord entre ces différentes paroles qui, prises isolément, n'ont pas tort, est pas simple. Ça veut dire que tout en haut, il y a vraiment un enjeu de réintégration qui, dans les organisations complexes, dans le monde complexe dans lequel on est, évidemment, trouve pas de solution immédiate. Est-ce que, au-delà du choc épistémique entre les deux façons, les deux systèmes de pensée, le travail réel ne dérange pas l'ordre établi? Est-ce que c'est pas un enjeu politique? Ah ben c'est un enjeu politique. C'est bon, une organisation, c'est un système de pouvoir. Il y a rien de délicat à dire ça. Hein. C'est que véritablement, on agence entre elles différentes représentations de ce qui serait nécessaire à faire pour l'organisation, sa survie, son développement, etc. Et donc, fort logiquement, personne ne voit les choses exactement de la même manière. Donc ça, c'est un premier sens de politique. C'est-à-dire qu'une organisation, c'est d'abord un certain nombre d'arbitrages politiques sur comment on voit la survie et le développement de cette organisation, comment est-ce qu'on voit le collectif et l'action collective qu'on représente, comment est-ce que entre un certain nombre de contraintes auxquelles on fait face, de difficultés, on choisit telle ou telle voie qui évidemment sert plutôt certains et dessert les autres. Comment est-ce qu'on établit des compromis entre ces uns et ces autres? Voilà, tout ça, c'est une série de choix politiques dans un ensemble qui est un système de pouvoir, c'est-à-dire que tous les acteurs n'ont pas la même puissance. Et certains, évidemment, pèsent plus que d'autres, y compris pour des raisons qui éventuellement peuvent se justifier, pas simplement parce que ce sont des gens qui sont avides d'exercer le pouvoir. Donc, quand on organise, forcément, on va faire des choix à l'intérieur de ce système de pouvoir. On va donner raison à telle direction plutôt qu'à telle autre. On va donner raison à telle option plutôt qu'à telle autre. Donc, certains vont se trouver déjugés. Voilà, les réponses qu'on apporte réorganisent la hiérarchie interne. Et donc, évidemment, quand je vais prendre les choses à partir du travail réel, ben déjà, je vais quand même immédiatement dans la hiérarchie interne du pouvoir, eh bien, provoquer quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, la parole des opérateurs a commencé à trouver une portée qu'elle n'avait pas quand on était en train de raisonner en termes de comportement, puisqu'on était en train de dire aux gens, attendez, nous, on connaît votre comportement, on sait que justement, humainement, vous avez tendance à faire ça, et justement, il ne faut pas trop qu'on vous écoute pour que on puisse agir en profondeur sur le problème. Là, on est en train de dire, mais attendez, les gens, ils ont peut-être des choses à dire. Ça bouleverse quand même pas mal de choses du point de vue des pouvoirs. Espérer, c'est déjà être sauvé. Quelles sont, selon toi, les conditions minimales pour que le travail réel devienne une catégorie de pensée? Parce qu'on en a besoin quand même. Oui, alors, je ne sais pas si on peut fixer la barre aussi haut. Hein, justement, moi, je raisonne un petit peu différemment. C'est-à-dire que, bon, au fond, idéalement, il y a des conditions de, précisément, portage politique au plus haut niveau. C'est-à-dire que tant que ça n'est pas porté au plus haut niveau, au sommet de l'organisation, il n'y a aucune chance que ça se passe. Le poisson pourri par la tête. Oui. Tant qu'en fait, il n'y a pas la direction générale qui tape du poing sur la table, en quelque sorte, en disant, attendez, parlez-moi des situations de travail et raisonnons en termes de situations de travail. Il n'y a aucune raison que toutes les directions en dessous aillent faire ça avec tous les risques que j'ai laissé pressentir.
Il y a un vrai enjeu que, au fond, ce soit porté politiquement tout en haut, mais porté, parfois c'est fait, mais c'est fait, me semble-t-il, dans ces cas-là, avec un manque de constance et avec quelque chose qui n'est pas un suivi suffisamment serré des différents acteurs, notamment des directions fonctionnelles qui vont être concernés. C'est-à-dire qu'on va réunir tous les cadres dans une grande convention et on va leur dire, voilà, maintenant on raisonne, on prend la sécurité à partir du travail, admettons. Donc on a réuni tous les cadres. Donc sortent de la salle tous ces cadres, il y en a un tiers qui a compris, un tiers qui dit, moi j'ai compris comme ça, mais qui en fait a compris plutôt de travers, un tiers qui est complètement perdu, on les laisse dans la nature, on dit voilà, maintenant hein, c'est pris en charge par telle direction fonctionnelle, et il y a un plan, donc désormais, vous devez, pour telle date, nous fournir telle et telle chose. C'est comme ma cadre de santé que j'ai laissé retourner dans son hôpital, qui a croisé la directrice de la qualité et qui d'un seul coup a perdu tous ses repères et ne sait plus où elle en est. Donc, si une direction générale veut impulser ça, elle a besoin de venir régulièrement, en quelque sorte en travaux pratiques, et mettre en place les conditions pour écouter ce qui remonte, notamment de toute la ligne managériale, en termes de j'ai essayé de faire ça, ouais, mais c'est pas ce qu'on te demandait, parce que précisément là, tu es dans l'inverse de ce qu'on te demande. J'ai essayé de faire ça, mais ça a échoué. Ben oui, mais retente peut-être de tel côté. Donc d'une certaine manière, il faut des directions générales qui se mouillent dans une sorte d'accompagnement dans la durée, avec une forme de pédagogie, et qui soit là dans un suivi relativement serré, parce que si elles laissent faire, toutes les directions fonctionnelles vont se dire ça y est, il écoute plus, hop, on revient, il a raconté n'importe quoi. Donc on reprend maintenant des choses sérieuses, on remet des actions sur le comportement. Donc les directions fonctionnelles, s'il n'y a pas une direction générale qui dit non, non, j'écoutais derrière la porte, je suis là, et donc ce que vous dites, non, c'est justement pas ce que j'ai demandé. Quand vous le déployez comme ça, quand vous déployez la stratégie de cette façon-là, justement, c'est pas ça que je demande. Tant qu'il n'y a pas ce suivi serré, c'est rare qu'il existe, précisément, là, ça manque. Et à l'autre bout, et précisément, il faut se dire, bon, la barre, elle est un peu haute, on va pas forcément réunir de telles conditions. Et donc, la question, c'est plutôt comment chacun, à son niveau, au fond, je reprends ma cadre de santé, comment est-ce qu'elle, sur son périmètre, quand elle revient dans son hôpital, elle peut pousser un peu ces choses-là. Et c'est là que je dis, non seulement il faut en fait avoir assimilé un certain nombre de choses en termes d'analyse du travail, mais il faut aussi avoir à l'esprit son analyse du jeu d'acteur. C'est qui mes alliés, c'est qui mes ennemis, c'est quoi les alliances que je peux faire. J'ai pas d'alliance possible, je me la fais, le fais discrètement dans mon coin. Des choses avec mes équipes. Mon manager, il est plutôt, il peut être relativement facilement convaincu. Lui, je peux l'enrôler là-dedans. Je peux m'en ouvrir à lui, faire des choses avec lui. Lui va peut-être m'ouvrir des portes. Je peux pas trop le faire avec lui. Peut-être que son propre manager, lui, est plus sensible à ça. Et peut-être qu'il va lui tordre le bras. La direction de la qualité, elle comprend rien à rien au travail réel, mais elle a un problème, cette direction de la qualité, c'est qu'elle a un dispositif qu'elle cherche à mettre en place, elle se sait surveillée par la direction générale qui lui demande des comptes là-dessus, et elle a un mal fou à embarquer les gens. Ok, puisqu'elle est aussi en difficulté que ça, je vais lui dire que moi je veux bien, mais j'aimerais bien faire ça. Donc là, le rapport de force peut peut-être permettre que j'arrive à loger un petit peu mes préoccupations. Pour ça, il faut que j'ai une certaine souplesse. Et la troisième condition, c'est qu'il y a une condition au niveau intermédiaire de formation. On est dans un endroit qui s'appelle une école de management, dont c'est l'un des grands enjeux. Comme ça peut l'être également quand on a des réflexions sur la formation des écoles des élèves ingénieurs et également à l'université. Que véritablement les cadres conceptuels qu'on transmet
sont fondamentaux. J'ai une toute dernière question avant qu'on passe la parole au public. Je pense que la force de l'épistémologie du comportement, c'est sa capacité aussi à capter l'air du temps. Ah oui. Et je vois de plus en plus d'organisations qui parlent d'espaces de discussion. Voilà. À votre avis, est-ce que c'est suffisant les espaces de discussion pour changer une épistémologie du comportement en épistémologie du travail, ou est-ce qu'il faut des prérequis? Ah bah, s'il y avait qu'à mettre des espaces de discussion pour que ça bascule du côté d'une compréhension des problèmes en termes de travail réel, on aurait fait un sacré pas. Ben non, parce que évidemment, si je mets en place un espace de discussion dans un environnement où tout le monde raisonne de façon beaucoup plus classique en termes de comportement, le simple terme d'espace de discussion va pas forcément être compris. Le dispositif, on va dire, oui, mais non, ça n'a pas de sens de l'appliquer de telle façon, on va le triturer de telle ou telle manière et on va y réinjecter ce qu'on pense comprendre. C'est pour ça que, véritablement, faut imaginer ce qu'on demande aux acteurs quand, par exemple, on leur tend un dispositif comme l'espace de discussion, en termes de compréhension de toute une série de notions associées d'une certaine manière. Que discuter, c'est pas introduire de la perturbation, c'est contribuer à confronter des points de vue sur les situations de travail. Mais ça veut dire déjà raisonner en termes de situation de travail. Donc c'est de voir, comme dit mon collègue Mathieu de César sur ce sujet-là, avoir une ingénierie qui permet, qui devrait également comporter ce genre de choses, c'est-à-dire pouvoir raisonner en ne disqualifiant pas, comme on le fait habituellement, la situation, mais en disant au contraire, on va partir de la situation. Voilà, donc. Donc, on a le risque d'avoir ce qui se passe avec les indicateurs, c'est-à-dire les indicateurs qui deviennent des objectifs qui se retournent contre les objectifs originels. Oui, et puis après, on risque d'avoir, quand on va passer le coup d'après et parler de travail, on va dire, oh, bah, attendez, on a déjà testé vos espaces de discussion, on a vu ce que ça donnait, donc arrêtons, hein, revenons aux choses sérieuses, et donc, qu'est-ce que vous proposez en termes de leadership, hein, parce que là, c'est un autre terme qu'on n'a pas utilisé. Qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de leadership? Parce que est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même d'abord avant tout un problème de leadership? Merci Pascal, merci.